D'accord, ok. Donc bonjour tout le monde et bienvenue donc au webinaire Les interventions sensibles à la nutrition. Donc c'est un webinaire que Danka qui est avec moi aujourd'hui, qui est notre GNC Helpdesk pour l'intégration et elle va vous dire un peu plus ce que ça veut dire dans quelques minutes. Et moi Yara Sfer qui travaille donc comme Technical Helpdesk avec le GNC. Mon rôle consiste à répondre aux questions techniques des coordinateurs de cluster ou des groupes de travail techniques, des présidents des groupes de travail techniques, mais aussi de partenaires du cluster nutrition qui ont besoin d'un support technique. Et j'essaye de les mettre, ou bien je leur donne moi-même si c'est une question qui est assez simple, et si c'est des questions complexes, je les mets en contact avec le groupe de travail au niveau, les groupes de travail au niveau global. L'assistance donc qu'on appelle aujourd'hui le GTAM, le Global Technical Assistance Mechanism, qui est en train de se mettre en place, donc pour avoir plus de réponses à leurs questions. Donc voilà, ça c'est mon rôle donc avec le Global Nutrition Cluster et je vais passer la parole à Danka pour qu'elle se présente elle aussi. Bonjour à tout le monde, merci Yara. Donc moi j'ai rejoint l'équipe de Helpdesk auprès de Cluster Global Nutrition il y a un mois. Je m'occupe, enfin mon travail est beaucoup lié avec tout ce qui est coordination, collaboration avec les autres secteurs ou les autres clusters. Et aussi, je suis là pour donner un soutien comme Yara, un peu plus technique sur tout ce qui est question d'intervention sensible à la nutrition. Donc, je peux donner des différents conseils qui peuvent vous aider, éventuellement appuyer la programmation conjointe avec les autres secteurs. Je peux vous envoyer des informations, qu'est-ce qui marche pas, autour de ce concept de activité sensible à la nutrition. Et voilà, je suis là aussi. J'ai rejoint Yara pour cet webinaire parce que notre cible aujourd'hui va être notamment de parler aux activités et interventions sensibles à la nutrition. Voilà, Yara, merci. Ton tour. Ok, ça marche. Merci Danka. Je vais vous présenter l'agenda rapidement. Donc aujourd'hui, après les petits mots d'introduction, on vient de le faire. Donc on va parler de quelles sont les interventions spécifiques à la nutrition et quelles sont les interventions sensibles à la nutrition. C'est quoi la différence? D'où viennent ces termes? Après, on va passer à quelles sont les initiatives au niveau global pour améliorer l'intégration quelles sont les idées ou ce qu'on appelle tips en anglais pour améliorer l'intégration intercluster. Il se peut qu'on interchange ces deux points dans l'agenda et on aura un peu de temps, quand même pas mal de temps pour une discussion, pour entendre ce que vous avez à dire aussi par rapport à votre expérience dans vos pays, par rapport aux interventions que vous mettez en place, qu'elles soient sensibles à la nutrition ou spécifiques et comment vous intégrez avec les autres secteurs. Donc voilà. Donc je me lance. Deuxième slide. Donc, quelles sont les interventions spécifiques et les interventions sensibles à la nutrition? Vous connaissez probablement la plupart d'entre vous la série d'articles dans le journal Lancet, le Lancet en 2008, qui a lancé la première série sur la dénutrition chez les mères et les enfants et qui a mis en avant la nécessité de se concentrer sur la période cruciale allant de la conception au deuxième anniversaire de l'enfant, les 1000 jours que vous connaissez tous, qui a aussi mis en avant qui a besoin de prioriser les programmes nationaux de nutrition et de se concentrer sur une intégration plus forte dans les programmes de santé et les approches intersectorielles, que les approches intersectorielles soient améliorées. Voilà.
Donc ça, c'est les conclusions de cette série de 2008. Une dernière conclusion, en fait, la série, elle est très intéressante et elle est assez riche. Mais ça, c'est juste les quatre conclusions rapidement. Donc la dernière conclusion était qu'il fallait porter plus d'attention sur le système mondial, la coordination dans le système mondial de nutrition des agences internationales, des donateurs, des universités, de la société civile et du secteur privé. C'est-à-dire qu'il fallait améliorer ce système, comment ce système se coordonne et comment ça fonctionne. Alors, bien qu'il y avait discussion déjà de l'importance de l'intégration de la nutrition dans les programmes de santé et que les approches intersectorielles devaient être améliorées, c'est surtout durant la deuxième série qui a été lancée en 2013, une série d'articles peer-reviewed, comme on dit en anglais, donc revus par les pairs, qui sont scientifiques et qui ont regardé tout ce qui est comme évidence, donc les preuves à l'appui par rapport aux interventions spécifiques à la nutrition. Et ces papiers-là aussi ont examiné les interventions et les approches sensibles à la nutrition et leur potentiel pour améliorer la nutrition. Cette série 2013 discute les caractéristiques d'un environnement propice nécessaire pour soutenir les programmes de nutrition. Et donc c'est dans cette série-là de 2013 qu'on va commencer à parler des interventions spécifiques et des interventions sensibles à la nutrition. Et donc je vais vous en parler justement de cette série-là un peu plus, puisque c'est dans cette série-là que ces termes ont été la première fois utilisés. Voilà, donc vous connaissez la plupart d'entre vous le concept de causal de la nutrition de UNICEF, où on pouvait voir au plus bas, on pouvait voir les facteurs qui créent un environnement favorable. Et un peu plus haut, vous pouvez voir les causes qui sont un peu indirectes de la sous-nutrition, puis il y avait les causes directes. Eh bien, le Lancet, il a revu ce schéma causal de la nutrition de UNICEF. Et il a en plus, donc les chercheurs du Lancet ont ajouté non seulement les causes directes ou les facteurs qui contribuent directement à l'optimisation, à la nutrition et au développement chez le fœtus et l'enfant, mais ils ont ajouté les actions qu'on pourrait prendre pour améliorer ces différents points. Donc, ce que je veux vous montrer, si vous regardez ce schéma devant vous, vous avez en bleu les différents éléments qui contribuent directement à l'optimisation de la nutrition et du développement chez le fœtus et l'enfant. C'est-à-dire, par exemple, l'allaitement, les aliments riches en nutriments et habitudes alimentaires. Ça, c'est en bleu et ça contribue directement à l'optimisation de la nutrition et du développement chez le fœtus et l'enfant. Il y a aussi les pratiques en matière d'alimentation et de soins, le rôle des parents, la stimulation et le faible impact des maladies infectieuses. Donc, pour améliorer ou soutenir tous ces points-là, il y a des actions qu'on pourrait mettre en place et c'est ces interventions-là qui sont inscrites à la gauche de ce schéma, qui sont en bleu. Et ces actions-là sont des interventions qu'on appelle les interventions spécifiques à la nutrition. Donc, je vous dirai un peu plus sur ces interventions-là un peu plus tard, mais je voulais vous parler des interventions qui sont à la droite du schéma. Vous allez voir en vert, en dessous de là où il y a du bleu, vous allez voir qu'il y a les éléments qui contribuent indirectement à l'optimisation de la nutrition et du développement chez le fœtus et l'enfant. Donc, c'est par exemple la sécurité alimentaire, c'est-à-dire les ressources en matière d'alimentation et de soins au niveau de la mère, du foyer, de la communauté, la disponibilité et l'utilisation des services de santé, un environnement sain et hygiénique.
Donc, tous ces éléments-là contribuent indirectement à l'optimisation de la nutrition et du développement chez le fœtus et l'enfant. Et à la droite de ce schéma, en vert, vous allez voir des programmes et des approches sectorielles, donc les actions qu'on peut mettre en place pour soutenir ces éléments-là. Et ce sont ce qu'on appelle les interventions sensibles à la nutrition. Donc je vais vous en parler un tout petit peu plus pour peut-être clarifier. Et... Voilà. Donc j'ai pris cette photo du journal Le Lancet, mais je sais que c'est en anglais. Je voulais la mettre telle quelle d'abord, mais je l'ai traduite en partie dans la deuxième slide. Donc, ce que je dis ici, en fait, c'est la définition de qu'est-ce que est une intervention, qu'est-ce qu'un programme dit spécifique à la nutrition. Donc, la définition, c'est que c'est des interventions et des programmes qui traitent des déterminants immédiats du développement et de la nutrition fœtale et infantile. Pardon, il y a une petite erreur ici. Voilà. Donc, c'est des interventions et des programmes qui donc traitent des déterminants immédiats. Donc tout ce qu'on a dit qui est en bleu dans le schéma que je vais vous montrer de nouveau ici. On peut voir sur ce schéma que ces interventions qui sont spécifiques à la nutrition sont par exemple la santé et la nutrition avant la conception chez l'adolescente. Donc ça, par exemple, quand on fait des programmes pour améliorer la santé et la nutrition avant la conception chez l'adolescente, on est en train de faire des interventions qui sont spécifiques à la nutrition parce qu'elles traitent des éléments qui ont un impact direct à l'optimisation de la nutrition du développement chez le fœtus et chez l'enfant. Voilà. Donc, maintenant, je voulais vous montrer la définition qui a pareil été prise du Lancet pour tout ce qui est les interventions sensibles à la nutrition qu'on appelle en anglais Nutrition Sensitive Interventions. Donc, la définition, je l'ai aussi traduite ici. Donc, la définition de ces programmes et approches sectorielles contribuant à la nutrition, c'est que c'est des interventions ou programmes qui traitent des déterminants sous-jacents et non pas des déterminants directs du développement fœtal et infantile. Et c'est des interventions qui incorporent des objectifs et des actions spécifiques en matière de nutrition. Donc il y a deux éléments qui permettent de définir donc qu'est-ce qu'une intervention, qu'est-ce qu'un programme ou une approche sectorielle contribuant à la nutrition, dite donc sensible à la nutrition. Donc voilà, les programmes sensibles à la nutrition peuvent servir de plateforme de distribution pour les programmes spécifiques à la nutrition. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est-à-dire, je vais pour expliquer cette phrase vous donner un exemple. Et pour faire cela, je vais revenir à mon schéma, ou peut-être je pourrais m'arrêter là. Alors, certaines interventions sensibles à la nutrition sont par exemple l'agriculture, la protection, l'eau et l'assainissement. Donc, toutes ces interventions sont donc dites sensibles à la nutrition parce qu'elles traitent de tout ce qui est sous-jacent, des causes ou des éléments sous-jacents. Voilà. Donc, quand vous dites par exemple un programme de distribution alimentaire, ça c'est un programme de sécurité alimentaire, voilà. Alors, quand vous faites un programme de distribution alimentaire, vous pouvez incorporer une composante qui est faire le triage des femmes qui ont des problèmes d'allaitement. C'est-à-dire, vous avez ce programme de distribution alimentaire, mais vous pouvez ajouter une personne dans l'équipe qui pourrait regarder et identifier les femmes qui sont allaitantes ou qui sont enceintes et d'essayer de voir avec elles, s'assurer qu'elles ont pu accéder aux services de consultation pour les femmes enceintes, qu'elles n'ont pas de problème avec l'allaitement, etc. Donc ça, c'est un programme, par exemple, qui est fait en République démocratique du Congo par le PAM et qui fonctionne plutôt bien et qui est un programme
sensible à la nutrition, mais qui est utilisé comme plateforme de livraison pour un programme spécifique à la nutrition qui est en relation avec l'allaitement. Donc vous voyez un peu ce que vous pouvez faire, utiliser les autres programmes pour que ce soit une plateforme de livraison pour les programmes spécifiques. Donc voilà les composantes. C'est une définition, mais c'est aussi une composante des programmes sensibles à la nutrition. Voilà. Euh, Pardon. Voilà. Donc le Lancet nous donne donc l'équipe Lancet qui a fait cette revue de littérature et qui a publié tous ces articles qui sont dans la série 13, qui sont en anglais. Donc a donné quelques éléments pour, j'ai traduit cette slide, améliorer la sensibilité nutritionnelle des programmes. Des programmes qui sont sensibles à la nutrition ou des programmes sectoriels. Donc une des recommandations, c'était d'améliorer la cible des programmes sensibles et le temps d'exposition à l'intervention. Parce que souvent, les programmes sensibles à la nutrition n'ont pas les mêmes, n'ont pas en tête ou n'ont pas un regard, comment dire, les personnes qui sont vulnérables en nutrition. euh, donc, ils n'ont pas en tête ces personnes-là, ils sont plutôt sur des objectifs qui sont pour le secteur, par exemple, sécurité alimentaire ou pour le secteur eau et assainissement, ils sont sur d'autres objectifs. Donc, leur cible est souvent, n'est pas la cible des programmes de nutrition. Donc, un moyen d'améliorer ces programmes-là, c'est de s'assurer que les cibles des programmes de nutrition sont aussi prises en compte. Euh, il y a aussi, donc le deuxième point, c'est d'essayer pour améliorer la sensibilité nutritionnelle de ces programmes, c'est d'essayer dès la conception d'avoir des objectifs nutritionnels à ces programmes sensibles. Parce que souvent, comme je viens de dire, c'est des programmes qui n'ont pas pour but d'améliorer la nutrition, mais mais en fait, c'est le fait de faire en sorte que ces programmes soit mieux pensé au tout début ou même en cours de route d'améliorer ou d'ajouter quelques objectifs pourrait donc améliorer la sensibilité de ces programmes-là. Et comme j'ai dit avant, ça pourrait être aussi utilisé comme plateforme, désolé pour le typo, comme plateforme de livraison des programmes spécifiques. Il y a un point qui est très important, dont le Lancet parle aussi, et qui est pas, bon, dont on parle aussi souvent, mais qui n'est pas, comment dire, dont on n'en parle pas autant qu'il le faut, parce qu'il semblerait, d'après leurs études, qu'optimiser la nutrition, le temps, la santé physique et mentale et l'autonomisation des femmes pourrait avoir un impact très important sur la nutrition de l'enfant et de la famille. Donc, une façon d'améliorer la sensibilité nutritionnelle des programmes, c'est d'optimiser tous ces points que je viens de nommer, la nutrition, le temps, la santé physique et mentale des femmes. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser à Danka continuer pour la suite. Je vais juste rassurer Danka que l'enregistrement est toujours en cours. D'accord, parce que j'ai eu une autre annonce sur mon écran. D'accord, donc merci Yara, je reprends le contrôle pour que je puisse contrôler moi-même les diapos. Donc désolé que vous allez revoir les mêmes, c'est un problème technique. Donc en fait, Yara a donné plein d'éléments autour de tout ce que j'ai entouré ici en bleu. Donc tout ce qui est relié avec les programmes et les activités sensibles à la nutrition, ainsi que l'environnement facilitant ou favorable à la nutrition. C'est très bien. Par contre, ce que l'ANSET ne nous donne pas assez d'éléments, c'est quand on dit que la sécurité alimentaire et l'agriculture, par exemple,
peuvent sont des activités qui peuvent être sensibles à la nutrition. Nous n'avons pas beaucoup d'exemples concrets. En quoi exactement? Du coup, l'édition aussi recommande d'optimiser et de commencer à travailler ensemble pour pouvoir un peu plus d'exemples qui sont couplés aussi avec un bon monitoring des programmes ou avec des bons projets de recherche qui vont nous permettre d'accumuler un peu plus de connaissances et qui par la suite peuvent grosso modo nous indiquer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et dans quel contexte. En tout cas, depuis que ce concept est sorti, nous observons aussi une sorte moi je les appelle de nouveaux silos qui se creusent, donc les silos nutrition spécifiques ou spécifiques à la nutrition et le silo sensible. Et très fréquemment, curieusement, par exemple, tout ce qui est prévention et gestion des maladies infantiles, qui est en fait une activité classifiée par l'ANSES comme spécifique, juste parce que c'est quelque chose qui occupe un autre secteur, qui est le secteur de la santé. Ça tombe rapidement dans la catégorie sensible. Donc c'est juste une petite sensibilisation que je voudrais vous faire. Parce que en fait il y en a pas un concept qui dit les gens qui sont dans le secteur nutrition, eux ils font spécifique, et les gens qui sont des autres secteurs ils font que sensible. Et aussi un deuxième message, c'est que en fait notre rôle dans le secteur nutrition, c'est notamment de travailler avec les autres secteurs pour les aider à orienter parfois avec des très petites actions, leurs activités pour qu'ils puissent contribuer à l'optimisation de la nutrition maternelle et infantile. Voilà, du coup, beaucoup de questions autour de sensibles, et il y en a plein de travaux qui sont faits surtout par des initiatives de SUN, Scaling Up Nutrition, et REACH, ce qui est un peu l'équivalent de la même initiative, mais gérée par les Nations Unies, et que je crois là maintenant ils commencent à se mettre ensemble autour des projets communs. Par exemple, le REACH a fait en 2017 Compendium of Action, qui est par ailleurs traduit en un Compendium of Action pour la nutrition. C'est traduit en français. Et donc, c'est un recueil qui fait le tour de tout ce qui est activité sensible et spécifique à la nutrition dans leurs détails. Et il les catégorise aussi sur un niveau de preuve qui peut dire voilà, ça marche d'une façon moyenne ou ça marche bien. Donc ça va être dans un dossier avec les documents qu'on va mettre online pour vous. Mais voilà, c'est très difficile vu la variété de qu'est-ce qui peut être sensible à la nutrition. Vu les facteurs multiples et les voies multiples par lesquelles ces causes de la sous-nutrition peuvent passer, les activités sensibles à la nutrition, il dépend beaucoup du contexte, il dépend beaucoup des besoins de population, de leur profil culturel. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer le choix des activités sensibles à la nutrition. Donc c'est pour cela il n'y en a pas une recommandation qui peut être fortement valable pour tous les contextes. Du coup, ça c'est une première difficulté qui pour moi, je crois que c'est quelque chose qui peut dans les années à venir peut nuire quelque part à cet esprit de sensible à la nutrition, parce que aujourd'hui l'engouement pour chercher des évidences, des preuves est quand même assez important.
Mais voilà, il y a déjà cette action qui était entreprise par Reach et en même temps, nous aussi, à notre niveau, on essaie de valoriser et de collecter des différents exemples. Donc, pour ceux qui sont intéressés, moi, je suis là aussi pour vous fournir des documents ou des exemples. Après, il est clair que nous, on doit aussi, on entend entendre aussi vos expériences et vos exemples et voir si on peut pas maximiser ces expériences et partager d'une façon plus large. Il y en a aussi une autre question qui est est-ce que on peut faire des activités sensibles à la nutrition quand on est dans des urgences aiguës? Là, on peut déjà avoir des exemples à travers des différentes interventions, par exemple la CAGE qui sont sensibles à la nutrition. On peut avoir aussi tous ces exemples dont Yara mentionnait autour de Food Aid et les anges. Il y en a bien sûr tout ce qui est exemple de ciblage commun, tout ce qui est aussi des exemples de référencement entre des différents secteurs selon les besoins qui étaient identifiés et surtout les exemples de maximisation des plateformes de provision des services. Il y a bien sûr aussi la grosse question, comment est-ce qu'on peut, nous, c'est clair que si on veut améliorer les résultats nutritionnels, on doit travailler avec les autres secteurs, mais comment inciter aussi leur intérêt? Donc, c'est des grosses questions. Je passe à la suivante. Bon. C'est clair, hein, si on veut travailler, moi je ne vais pas aller dans les détails des activités sensibles de nutrition, je ne vais pas vous donner des exemples directs que voilà, c'est ça ce qui marche, ça ce qui marche pas. Comme j'ai dit, ça dépend du contexte et des besoins, ça dépend des structures existantes, ça dépend des cultures. Mais ce que je vous ai mis ici juste quelques petits principes sans lesquels on ne peut pas avancer dans cette direction. Et surtout, j'ai mis en rouge, travailler avec les autres secteurs. On peut savoir que c'est difficile, mais c'est une façon de faire qu'on ne peut pas passer à côté. Et donc, et surtout, travailler aussi avec les communautés, les autorités locales. Aujourd'hui, on peut appeler ça les new ways of working. On peut avoir plein de buzzwords, mais ça aussi, c'est très, très important parce que les acteurs humanitaires, pour avoir aussi cette sensibilité, pour travailler avec les autres sur le sensible à la nutrition, il faut absolument aussi se greffer sur tout ce qui existe et les perceptions des personnes auxquelles on vient à l'aide. Ce qui est aussi très important, éviter tous ces silos de dire moi je vais faire nutrition sensible à la nutrition et toi tu fais spécifique. Non, en fait, les meilleurs programmes, c'est ceux qui combinent les deux. Il y en a aussi très très important, une bonne pratique, vraiment routinement ancrer toutes ces activités dans les systèmes et les pratiques existants. En humanitaire, très fréquemment, on est juste tellement pressé, tellement pris par le temps qu'on a parfois pas de recul pour savoir mais qu'est-ce qui se passe autour. Est-ce que quand je viens au Nigeria et je veux faire un programme de prise en charge de la malnutrition aiguë communautaire, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà quelque chose qui existe là, qui est là pour être renforcé et que moi je remplis là où il y en a les gaps de services, ou bien je commence tout de suite à mettre en place des cliniques mobiles à côté des services de santé. Ou bien, quand je viens dans ce centre de santé, est-ce que il y en a quelqu'un qui va pouvoir fournir ce service, ou bien les services ou le système il est tellement affaibli, tellement touché par la crise que en fait il faut que je puisse faire toute une stratégie
que de travailler avec ce système, mais aussi avec tout en prenant en compte comment est-ce que je bâtis et je renforce ce système. Et c'est là aussi, je crois que les clusters et les acteurs humanitaires, ils ont un gros rôle pour faire des vrais plaidoyers pour pouvoir changer un peu les systèmes qui existent et les silos qui existent, avec notamment des différents cas, différents bons exemples. Et du coup, c'est important de garder en tête cette activité transversale qui un peu tombe aussi sur tout ce qui est environnement favorable à la nutrition. Donc, faire beaucoup de plaidoyer, appuyer les stratégies, faire beaucoup de renforcement des capacités. Et puis, parfois, dans les bonnes intentions, on peut aussi faire peut-être du mal ou bien on n'est pas super adapté au contexte. Il est clair que, par exemple, si on veut travailler sur le planning familial au Tchad, ça peut être assez difficile parce que, sachant qu'en fait, que toutes les analyses qui sont faites, qui démontrent que c'est la situation de la femme qui fait que on observe certains phénomènes de sous-nutrition de fort niveau, à part, bien sûr, des crises alimentaires. Du coup, je sais que aussi, dernièrement, il y a ce nouveau concept d'intégration entre clusters ou entre secteurs. Et que aujourd'hui, il y en a beaucoup de planification qui se fait autour de ce concept et que peut-être il y en a des difficultés. Mais en fait, il y en a des pratiques simples que vous faites déjà. Hein. C'est des pratiques qui sont qui peuvent vraiment être des bonnes plateformes pour commencer à travailler au sensible à la nutrition. Et aussi, une deuxième chose que j'ai listé ici quelques-uns dans ce tableau, mais ici, il y en a aussi une autre chose, intégrer et travailler ensemble à tout prix, peut-être ce n'est pas nécessaire. Peut-être il faut juste essayer de voir qu'est-ce qui est possible d'être fait à votre niveau, dans votre contexte, avec vos ressources. Donc ici, j'ai mis juste dans ce tableau une sorte de gradation des différents niveaux d'intégration avec les autres secteurs qui peuvent exister, avec quelques exemples de votre pratique. Bon, je ne vais pas trop m'arrêter sur ça, mais je voulais juste vous dire que si aujourd'hui c'est difficile d'atteindre une synergie, essayons d'être cohérents. Dans nos plans de réponse, par exemple, prendre en compte le principe de ne pas nuire et aussi vérifier, par exemple, toujours essayer de communiquer au plus de possible avec les autres secteurs, au moins à savoir que le principe de ne pas nuire est respecté. Je voulais juste aussi mettre un accent sur par exemple le processus de IPC, malnutrition aiguë. Je sais que dans des pays francophones, en fait, c'est le cadre harmonisé, mais le cadre harmonisé a adopté les protocoles de Integrated Phase Classification pour classifier les crises nutritionnelles. En fait, c'est important pourquoi je vous montre cet exemple-là, c'est parce que c'est un exemple qui d'abord doit être mené d'une façon conjointe avec les autres secteurs. Parce que pour pouvoir classifier la situation nutritionnelle, on a besoin aussi des données, des indicateurs des autres secteurs. Donc, c'est aussi, par exemple, une plateforme intéressante que vous pouvez organiser dans vos pays et utiliser pour se rapprocher avec les autres secteurs. Et aussi, c'est un moyen de faire passer le message de la nature multicausale de la sous-nutrition et qu'en fait, on a besoin de leur appui aussi pour pouvoir résoudre ces problèmes. Je vais aussi vous mettre un exemple qui malheureusement est en anglais de Yémen, mais je vais vous donner aussi les exemples du Congo. Le Yémen, par exemple, ils ont
groupe de travail intercluster se rencontrent presque une fois par mois pour notamment, et comme ça, ils ont mis en place un plan de réponse commune et ils ont mis aussi en place un modèle de monitorer, suivre l'implémentation de ce plan-là. Et du coup, je crois que ça, c'est un exemple intéressant que vous pouvez regarder pour ceux qui savent parler, enfin, qui comprennent, enfin, qui sont un peu à minima, je crois que c'est pas très difficile, hein, familier avec l'anglais. Donc voilà, c'est ici, je vais vous laisser lire. Je vais continuer. Du coup, il y a ici un autre exemple d'un processus. Cet exemple de processus a été mis en place au Nigeria c'est suite d'une formation. Pour ceux qui ne savent pas, le cluster Global Nutrition a élaboré un paquet de formations intégrées pour des résultats nutritionnels. Ça dure 3 jours et le troisième jour, en fait, l'objectif du troisième jour, c'est de construire un plan d'action conjoint avec les autres secteurs. C'est une formation qui est donnée à toutes les, qui exige la participation des autres secteurs qui peuvent éventuellement mener des activités sensibles à la nutrition. Et donc les résultats de ce plan d'action, un de mes rôles, c'est aussi de les appuyer pour la réalisation de ce plan d'action et de suivi. Du coup, Nigeria, ils ont élaboré un processus en se disant, OK, bah nous, ce qu'on veut faire, on va greffer cette idée d'avoir un plan commun qui est sensible à la nutrition, qui va nous permettre de résoudre des problèmes nutritionnels, mais on va essayer de le greffer dans certaines pratiques existantes. Et du coup, ils ont élaboré une méthode en 8 pas, 8 étapes. Donc, la première étape, c'est d'abord d'utiliser la plateforme de groupe de travail intercluster pour commencer pour mettre en place, pour pouvoir se fournir de toutes les données des autres secteurs. Revenir vers chez soi, en deuxième étape, secteur nutrition, analyse les données et il les plotte, il les met sur le cadre conceptuel de la sous-nutrition. Tout en essayant aussi une première chose d'identifier les liens entre les différents facteurs causaux et aussi essayer et voir quels sont aussi les gaps. Et puis, suite à cette analyse-là, appeler les autres secteurs pour pouvoir leur montrer ça et affiner cette analyse. Un troisième pas. C'est une sorte de prendre aussi leur température et avoir leur consensus par rapport à l'analyse que le secteur nutrition a fait. Et suite à ça, pendant un atelier, une journée de travail, ils se proposent à faire un paquet d'interventions qui peut être commun. Et ce paquet d'interventions qui va contenir aussi l'analyse de qui fait quoi ou comment. Ainsi que essayer, ils se sont dit qu'on peut pas faire ça au niveau global, mais on peut le faire sur un niveau, national, mais on peut le faire sur un niveau qui est un peu plus petit, piloté sur une toute petite zone qui entre dans les ciblages de tous les secteurs. Forcément, si on regarde dans le pays, on va voir que le chevauchement de ces secteurs-là existe. Après, leur idée était de faire ces paquets spécifiques, ces paquets d'interventions spécifiques à la nutrition, ainsi que essayer de développer des activités qui peuvent aussi
en fait, je reprends un peu mon idée parce qu'en fait, l'idée était aussi, pendant cette analyse, c'est de voir aussi des gaps. Quand on travaille avec les autres secteurs, parfois on peut supposer que certains services sont couverts et par surprise, on peut voir qu'en fait, non. Et donc, dans ce processus qu'ils ont vu, ce qui est intéressant, c'est que ça fait ressortir aussi des gaps et ça fait que tout de suite aussi une plan d'action peut être mis en place par rapport à tout ce qui est manquement en termes de couverture humanitaire. Après, ce qui est important, c'est que chaque secteur doit s'engager à intégrer maintenant ces décisions qui étaient prises durant ces ateliers, cette journée de travail, dans leur plan sectoriel. Bon, ils se sont aussi ambitionnés à voir s'ils ne peuvent pas mobiliser des ressources ensemble. Et du coup, éventuellement faire une proposition de projet ou identifier des différentes sources de financement que eux ils peuvent mutualiser pour éventuellement mettre en place une réponse intégrée. Ce qui est important aussi dans ce processus-là, c'est de mettre en place, identifier aussi des indicateurs de succès. Ces indicateurs de succès ne doivent pas être quelque chose qui est très compliqué, très difficile à voir. Hein. Ça peut être aussi des indicateurs qui peuvent voir si, par exemple, combien de visites conjointes on a fait, combien de référencements entre deux services on a fait. Bon, voilà, ça peut être des choses qui sont très palpables, facilement mesurables. On n'a pas besoin dans ce processus de mettre un indicateur, par exemple réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, parce que on sait très bien que ça va être difficile à mesurer et que ça ne serait pas quelque chose qu'on peut d'une manière statistique facilement prouver, par exemple, qui est due à cette action-là. Et surtout, ce qui est important, c'est de mettre en place un groupe qui va suivre cette activité, mais qui va avoir ses rôles et responsabilités qui sont particulières et ne pas les mixer avec les rôles et responsabilités de groupes interclusters. Parce que là, on entre maintenant dans une unité qui est beaucoup plus opérationnelle que, disons, stratégique, que le Intercluster Working Group. Ben voilà, c'est juste quelques exemples que je voulais partager avec vous. Ici aussi, je voulais juste vous parler très rapidement autour des différentes initiatives qui sont en cours au niveau un peu global. Nous avons un groupe qui s'appelle, voilà, ça c'est l'abréviation en anglais, Intercluster Nutrition Working Group. Et ce working group, il existe depuis 2012. Il était conçu, enfin au début, il était formé entre le secteur sécurité alimentaire et puis nutrition. Mais là, actuellement, ça prend un peu plus de nouvelles, un nouveau souffle parce qu'il y en a beaucoup de gens du secteur WASH, la protection et aussi la santé qui rejoignent ce groupe. Ce groupe, il a un plan de travail qui est vraiment très très simple, mais c'est un groupe qui est très enthousiaste. Il est formé par les gens des différentes agences des ONU, mais aussi plein de participants des ONG. Des différents secteurs. Et donc, ce groupe, par exemple, a écrit des propositions de projets ensemble, ce qui ont permis, par exemple, de financer Bon Rôle aujourd'hui. Il a mis en place notamment ce paquet intégré pour les résultats nutritionnels, qui est le deuxième dispositif qui existe aujourd'hui pour vous. Hein, pour les pays qui veulent bénéficier, n'hésitez pas à me dire. Ils sont aussi, à l'issue de tous ces travaux et discussions dans ce groupe-là, finalement, les
les clusters coordinateurs sécurité alimentaire, WASH, santé et nutrition. Ils ont formé une groupe de travail un peu plus petite qui, j'espère que vous allez entendre dans des semaines qui viennent, qui a aussi mis en place une sorte de plan d'action entre eux pour renforcer les liens et les collaborations entre clusters, déjà au niveau global, et puis soutenir ces mêmes liens qui, je crois, que sont beaucoup plus présentes au niveau des pays. Voilà, on essaie aussi de créer des études de cas, donc je serais vraiment très très prenante si vous voulez que vous pensez que vous avez des expériences que vous pouvez partager avec vous, on peut les documenter ensemble, je peux vous aider à les faire et puis essayer de partager toutes ces expériences d'une façon un peu plus large. Voilà, l'autre dispositif, c'est moi, c'est Yara, c'est l'équipe des help desk au niveau de GNC qui est là pour vous soutenir, pour vous accompagner, mais aussi d'apprendre de vous parce que voilà, nous sommes aussi une sorte de relais de transmission de ces informations et des expériences qui existent des pays. Et voilà, et GITAM, donc Yara, tu veux dire 2-3 mots par rapport à ça, par rapport à GITAM? Oui, tout à fait. Merci Danka. Donc, en fait, GTAM en anglais, c'est Global Technical Assistance Mechanism in Nutrition. Et donc en français, c'est un groupe global d'assistance technique pour la nutrition. Donc c'est pas un groupe, pardon, c'est un mécanisme global d'assistance technique pour la nutrition. Et en fait, c'était une initiative qui a eu lieu grâce aux partenaires eux-mêmes du cluster qui ont dit qu'il faut qu'on s'organise au niveau global pour donner un soutien qui est meilleur, qui est amélioré pour les pays au niveau technique. C'est-à-dire que quand il y a des questions techniques qui sont complexes et qui ne sont pas adressées ou qu'on n'arrive pas à adresser au niveau du pays, de plusieurs pays, ou même au niveau régional, c'est là où il y a des groupes de travail qui rentrent en jeu au niveau global pour essayer de trouver des solutions et apporter et avec l'aide d'experts au niveau international qui pourraient aider à mettre en place des recommandations ou rapidement ou bien donner comment dire, aiguiller un peu pour que la question technique soit mieux résolue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce mécanisme? Aujourd'hui, c'est un mécanisme qui est l'idée ou présidé par UNICEF avec World Vision. Donc, il y a une équipe qu'on appelle une équipe de base. Donc, l'équipe, elle est formée de World Vision, UNICEF, le GNC, donc c'est moi et Anna. On est dans cette petite équipe et il y a TechRRT, le Technical Rapid Response Team. Il y a le Emergency Nutrition Network. Et cette petite équipe est en train d'essayer de faciliter la mise en place de groupes de travail techniques ou bien s'il y a déjà des groupes de travail technique au niveau global, d'essayer d'attirer leur attention et d'essayer de travailler avec eux pour qu'ils commencent à répondre aux questions des pays en nutrition et qu'ils ajoutent ça à leur agenda. Par exemple, au niveau voilà. Donc, par exemple, un des groupes de travail technique qui est déjà existant, ça s'appelle Infant Feeding in Emergency, ou l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les situations d'urgence. Et donc, ce groupe de travail déjà existant et qui contient 60 personnes a accepté de travailler avec le GTAM. Et aujourd'hui, un des groupes de travail vers lequel on envoie nos questions quand on a des questions techniques complexes des pays qui sont pas résolues ni au niveau du pays ni au niveau régional. Donc il y a pareil, il y a eu la formation du groupe de travail sur les enquêtes qu'on appelle le Nutrition Information System, le système d'information en nutrition. Donc ce groupe de travail vient d'être mis en place l'année passée et un des groupes de travail qui existait déjà et qu'on a voulu aussi
et comment dire, essayer d'attirer l'attention de ce groupe de travail et essayer de travailler avec eux pour qu'ils puissent aussi regarder ou mettre en avant dans leur plan d'action les priorités du terrain, c'est le groupe de travail dont vous a parlé Danka et qui s'appelle le Intercluster Nutrition Working Group et qui est donc le groupe de travail intersectoriel pour la nutrition. Et donc voilà, ce travail-là est en cours et Danka est un peu notre point focal là-dessus. Oui, merci. Ben voilà, en fait, nous, voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. On a encore quelques minutes, une dizaine de minutes, donc on va être super, super content si vous pouvez aussi partager des expériences, des frustrations, des besoins, de tout ce que vous vient maintenant. Pour lié à ces sujets, les sujets des activités spécifiques sensibles à la nutrition, ainsi que travailler d'une façon multisectorielle. Donc voilà, the floor is yours. Je sais que c'est un peu difficile quand on part comme ça, un webinaire, mais pour ce qui sont un peu timides, vous pouvez aussi écrire des questions directement à côté, là où il y a l'espace pour les messages. Donc, voilà. Et pendant que l'un d'entre vous, ou bien nous écrive ou bien nous parle, je voulais vous dire que voilà, je voulais juste vous remercier d'abord d'avoir rejoint ce webinaire. On a toujours moins de personnes qui rejoignent les webinaires en français et beaucoup plus en anglais. Mais toutefois, on insiste à les faire parce que il y a quand même beaucoup de francophones parmi nous et on insiste à les enregistrer pour qu'ils soient disponibles pour les autres. Voilà, donc je voulais vous remercier pour votre participation et vous dire que tout ce que vous avez à nous dire est très intéressant. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas et voilà, et prenez votre courage et parlez-nous pour qu'on puisse échanger de vos expériences aussi. Il y a Alejandro qui dit oui. D'accord. Quelqu'un veut peut-être, je sais pas, je veux pas appeler quelques-uns d'entre vous veulent partager des expériences dans leur pays. Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations? Vous pensez que ce webinaire, vous avez pensé à autre chose quand vous avez rejoint ce webinaire? Est-ce que ça vous va ou je sais pas, des commentaires, n'importe quelle réaction. Si vous pouvez même écrire si vous vous sentez pas de parler. Bon, apparemment, D'accord. c'est c'est difficile. Après, je Bon. sais pas, Yara, si s'il y en a pas des questions particulières ou si vous voulez pas partager quelque chose, vous pouvez aussi le faire par email. Donc Oui. on va prendre tous les exemples que vous pouvez partager pour après transmettre aux autres. Oui, voilà, tout à fait. D'accord, bon, en fait, Attends, il y a Anne-Marie Dambélé qui écrit. ah d'accord. Anne-Marie, mais tu peux aussi parler. Oui, bon, peut-être c'est plus difficile, mais D'accord, ok. Oui, bonjour. Bonjour. super, Comment merci. allez-vous? Oui, ça va. Oui, je suis intéressée par l'exemple sur le Nigeria concernant le travail intercluster à Manchester. Anne-Marie, il y a de l'écho. Je sais pas si tu as deux fenêtres, il faudra peut-être, ou si tu es connecté sur deux appareils, il faudrait peut-être mute un des deux appareils. D'accord, et je laisserai peut-être Danka répondre par rapport à ta question. Oui, j'ai pas fini. Oui, C'était oui, pour oui. savoir qui est-ce qui a initié
ce travail sur la multisectorialité au sein de l'intercluster? Ok, d'accord, je vais répondre. Déjà, l'exemple de Nigeria, c'est un exemple de plan d'action qui se sont mis, ou des étapes qui se sont mis et qui essaient de suivre, et ça se passe à Maïdougouri. Et en fait, ça a été initié notamment après la formation sur le travail multisectoriel pour des résultats en nutrition. Donc, Nigeria, c'était une des pays pilotes pour implémenter la formation. Et suite à la formation, les gens se sont mobilisés pour travailler sur plutôt un processus tout au long du temps pour mettre en place des activités multisectorielles à Maïdougouri. Du coup, moi, je crois que je vais me rendre au Nigeria pour maintenant poursuivre où est-ce qu'ils en sont. Mais ils ont fait, selon les informations que j'ai aujourd'hui, ils ont fait par exemple une proposition de projet conjointe nutrition et WASH, et ils ont travaillé beaucoup sur une stratégie de cash sensible à la nutrition. Du coup, selon eux, ce processus leur a aidé effectivement de un peu rapprocher des concepts et se mettre d'accord sur comment implémenter des activités conjointes. La deuxième question était sur ce groupe de travail. Il existe depuis 2012. Moi, le groupe de travail de Intercluster Nutrition Working Group existe depuis 2012. Ça a été mis, je crois, à l'initiative des deux clusters sécurité alimentaire et nutrition. Je ne peux pas te dire par rapport à quelle occasion ça s'est fait, mais je crois que aussi ça a été une question de volonté à travailler ensemble. Mais ça a pris une nouvelle ampleur en 2017. Il y avait un meeting à Rome entre le cluster sécurité alimentaire et nutrition, et il y avait aussi les autres clusters qui étaient invités. Et donc c'était autour du sujet des 4 famines. Et là, ils ont sorti avec un call of action, avec un appel à l'action, qui après a renforcé un peu plus de financement et les collaborations entre les autres. Du coup, voilà, je ne sais pas si je réponds à tes questionnements, Anne-Marie. Oui, allô? Oui. Allô, c'est de la part de Paul. Je voulais juste, en fait, essayer de confirmer en fait le fait que même au niveau du Mali ici, les clusters de nutrition et sécurité alimentaire, même on a pu travailler ensemble, analyser ensemble un peu la situation, une analyse conjointe qui nous a permis même à argumenter pour les fonds SERF, par exemple au niveau du Mali. Et ça a permis aux déclusters sécurité alimentaire et nutrition, avec l'analyse conjointe que nous avons élaborée. Cette analyse est vraiment mis ensemble d'identifier, il y avait le déplacement des populations, avec aussi les résultats des cartes harmonisés, et la situation, donc on essaie de voir comment la situation allait se dégrader au niveau de la région, au niveau du centre, surtout les zones qui recevaient les déplacés, et ça nous a vraiment, ça a été un argument conjoint qui a permis vraiment, et aujourd'hui les réponses sont en train de se faire conjointement. D'accord, super. Paul? Oui. C'est un super exemple parce que ça démontre beaucoup quand on se base à une analyse conjointe qu'on peut avoir beaucoup plus d'impact. Du coup, on serait vraiment content si tu puisses partager, si tu as des documents ou qui peuvent illustrer ça. Parce que c'est des bons exemples qu'on peut partager avec les autres pays.
tu vois. Oui, en fait, je vais partager avec vous directement l'analyse conjointe qu'on avait élaborée ensemble. Et c'est cette analyse conjointe, en fait, qui nous a permis l'octroi du CERF, les fonds CERF qui n'étaient pas suffisants. Je pense que les deux clusters qui ont eu plus de l'argent, c'est la sécurité alimentaire et la nutrition, parce que nous travaillons conjointement ensemble. Et actuellement, et le fonds qui a été alloué, la répartition a été faite vraiment, les 50% des fonds a été attribué à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Donc ensemble, c'est pour les fonds globaux. Ça, c'était vraiment un travail. Ce qui est super, et après, c'est vraiment super si les autres santé WASH peuvent vous rejoindre pour qu'ils puissent aussi bénéficier des analyses. Je crois qu'en fait, il y a aussi tout un nouveau engouement aussi des bailleurs qui veulent financer et qui veulent financer en priorité des activités qui sont conjointes parce que ils voient que il y a une preuve parce qu'en fait c'est plus coût-efficace pour eux déjà et du coup c'est très intéressant pour eux aussi. Merci beaucoup Paul. Voilà. Juste il y en a Alejandro qui parle depuis Venezuela et qui dit que ça serait difficile d'intégrer mais la nutrition dans les travaux des autres groupes mais ce n'est pas impossible. Et qui sont en train de préparer une enquête multisectorielle pour commencer. Oui, du coup, je crois que effectivement, ça c'est une des façons à faire. Et parce que chaque planification commence par collecter des données. Et ce qui est important, et je crois que c'est ce qui se fait aussi dans le Sahel, par exemple, avec les enquêtes SMART multisectorielles. Alors, on arrive à collecter des informations qui après sont reprises dans des analyses des autres secteurs. Et du coup, je crois que c'est quelque chose c'est une pratique dans les pays du Sahel qui marche très bien. Et après, elle est reprise bien sûr par le cadre harmonisé dont Paul parlait. Et ça peut avoir un effet bénéfique assez important. Danka. Oui, pardon, Danka, je voulais juste demander si Anne-Marie avait quelque chose à ajouter ou si on avait répondu à sa question. Anne-Marie, est-ce que tu arrives à te unmute, enlever le mute pour pouvoir parler? Oui. Oui, merci beaucoup. Ça y a l'écho toujours. D'accord. Oui, okay. Il y a eu une satisfaction. Merci beaucoup pour l'attention. C'est l'équipe de Haïti. Donc, je vous suis. D'accord, merci Anne-Marie. D'accord. Ok, super. Donc, je vois que il est déjà 17h ici. Pour vous, c'est pas la même heure, mais voilà. Donc, je voulais encore une fois vous remercier pour avoir participé à ce webinaire. Merci aussi à Danka. Si vous n'avez pas pu parler ou si vous n'avez pas eu l'occasion de partager ou d'échanger, n'hésitez pas à nous envoyer par email vos questions ou bien vos expériences que vous aimeriez partager avec nous, avec le reste des pays. Nous, on vous enverra un recording ou un enregistrement de ce webinaire. On va vous envoyer aussi le PowerPoint, la présentation, les diapositives et aussi on vous enverra quelques documents comme ça que vous pourrez regarder, par exemple le compendium d'action pour la nutrition dont vous parlez Danka, qui pourra vous aider dans vos efforts, qui pourra vous donner des idées. Et encore une fois, n'hésitez pas à chercher notre soutien, donc à venir nous parler. Donc on est là. Et surtout Danka, si vous voulez, pour l'intégration, mais je suis aussi là pour toutes vos questions techniques. Donc voilà, utilisez notre service, voilà, c'est sympa, on est là pour vous. Donc je vais m'arrêter là et Danka, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour conclure? Voilà, on est là et nous serons très très contents si on puisse vous appuyer et apprendre de vous à travers des différents exemples.
que vous pouvez nous donner autour de tout ce qui est multisectoriel, travail multisectoriel, mais aussi sensible à la nutrition. Effectivement, oui, effectivement, il y en a aussi des questions qui continuent de filer ici sur le chat. Je vais essayer de vous mettre aussi des documents. J'ai fait une sélection, j'ai aussi recherché beaucoup en français pour qui vous donne des exemples maintenant un peu plus dans le concret. Qu'est-ce qui peut être cache sensible à la nutrition? En quoi la santé mentale des mamans est liée avec la nutrition? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Le lien entre l'handicap et la nutrition. Donc, en fait, c'est des documents ressources qui peuvent éventuellement, vous pouvez penser, aller juste cliquer et essayer de prendre des idées. Et puis, comme l'échange doit aller dans les deux directions, on est là aussi pour vous soutenir. Pour ceux parmi vous qui veulent participer, effectivement faire une étude de cas qu'on pourrait disséminer, n'hésitez pas à me le dire. Et ceux qui veulent aussi recevoir la formation de multisectorielle, ils pensent qu'on peut effectivement mobiliser les autres secteurs dans leur pays. Ça peut aussi, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Je vous remercie énormément. Ok. Merci Yara, on t'a perdu. Ah, merci, pardon, je voulais dire merci, c'est la fin du webinaire, donc merci à tous et bonne journée, après-midi, bonne soirée, dépendamment de où vous êtes. Merci, au revoir. Merci à vous. Bonne journée.